Je ferai une petite synthèse rapide pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Donc, pour mémoire, on revenait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel suite à une audience qui avait eu lieu en 2017. En 2017, nous avions soulevé ce qu'on appelle une exception d'illégalité, c'est-à-dire qu'on avait demandé au tribunal de surseoir à la décision et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle se penche sur la question de la conformité au principe de précaution des procédures d'homologation, d'approbation des substances actives, des produits phytosanitaires, au regard du principe de précaution. Donc il y avait eu deux autres affaires dans le sud, notamment à Foix, dans le cadre desquelles cette même question avait été posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice a rendu un arrêt donc, le 1er octobre dernier, dans lequel elle vient nous dire en fait les textes communautaires, notamment le règlement communautaire qui organise l'approbation des produits phytosanitaires, est conforme au principe de précaution. Par contre, et je vais résumer, les procédures doivent être appliquées d'une certaine manière quand il y a des demandes d'autorisation, d'approbation ou d'autorisation de mise sur le marché au niveau national qui sont formulées. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne nous dit quoi? Tout ça à la lumière en fait de la problématique qui avait eu cours au moment de la réapprobation du glyphosate en 2017, tout le scandale autour de l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments. La Cour nous dit voilà, il faut que les dossiers de demande d'approbation soient accessibles au public. Il faut que ces dossiers soient basés sur des données bibliographiques qui soient à jour sur le plan scientifique et pas sur des données obsolètes. La Cour nous dit également que les évaluations environnementales, que ce soit au niveau européen ou national, ne peuvent pas se contenter de porter uniquement sur la substance active, mais doivent intégrer les effets cumulés avec les coformulants, justement. La Cour nous dit encore qu'il faut que les évaluations environnementales intègrent, et là encore, au niveau des décisions d'approbation et au niveau des autorisations de mise sur le marché, il faut que ces évaluations environnementales intègrent des analyses à long terme de toxicité et de cancérogénicité. Donc voilà ce qui a été l'apport de l'arrêt de la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Et c'est suite à cet arrêt que nous sommes revenus donc aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour les faits de 2016, donc des faits de dégradation volontaire, si on les qualifie juridiquement. Alors on a plaidé aujourd'hui à l'audience l'état de nécessité, sur la base justement de l'ensemble des éléments qui se sont accumulés depuis des années, à la fois sur la dangerosité du glyphosate et des produits phytosanitaires qui intègrent cette substance active. Donc dangerosité qui est caractérisée à la fois sur le plan scientifique et à la fois au niveau des retours d'expérience de terrain, donc c'est tout ce qui est remonté des pays d'Amérique latine, toute la problématique qui se pose dans le cadre des collectifs de victimes de pesticides. Donc on a des constats scientifiques et on a des constats, je dirais, sanitaires au niveau de l'impact de ces substances sur les populations. Donc un danger actuel et imminent. Et on a développé donc l'argument suivant lequel ce danger devait, dans les circonstances actuelles, appeler une réponse pour mettre fin à cette situation. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on constate, c'est que toutes les procédures d'approbation et d'autorisation de mise sur le marché n'ont pas respecté la manière dont les dossiers doivent être instruits, selon la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que, notamment dans les enseignes qui étaient concernées, la réglementation n'avait pas forcément été respectée, s'agissant de la mise en rayon de ces produits qui étaient directement accessibles par le public, sur la question de la formation en fait des personnes qui vendent ces produits-là. Et puis, bien évidemment, ces produits, à partir du moment où ils sont vendus, ils sont dispersés dans l'environnement, et donc ils constituent une menace en fait pour la santé publique et pour l'environnement. Donc voilà un petit peu l'argumentaire qui a été développé. Alors on s'est appuyé sur la récente décision du TGI de Perpignan, qui a reconnu l'état de nécessité. Donc là, ça concernait une parcelle VRTH. Mais sur l'imminence du danger, on voit que la jurisprudence évolue et qu'aujourd'hui, les problématiques environnementales pourraient être appréciées
sur le terrain de l'état de nécessité en cas d'action militante. On a soulevé également un argument dans le sens de la relaxe, tiré de l'absence d'éléments dans le dossier, mais là on est sur vraiment de la cuisine procédurale, et je vous épargnerai ça. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près résumé le déroulé de l'audience, et donc on a un délibéré qui est fixé au 2 avril prochain. Voilà, je crois que c'est fini. Merci. J'ai oublié de faire état, effectivement, les réquisitions du ministère public. Donc, aller vers une peine d'amende de 1 000 €, dont 900 avec sursis. Alors, ça reste une peine symbolique, mais derrière, effectivement, la relaxe, c'est une question de principe compte tenu du scandale sanitaire qui est en cause. 1 000 € par personne.